Oui. Je laisse la parole à Aude. Donc, la semaine dernière, on a travaillé sur... on a vu la naissance de la caisse maladie régionale. Voilà. On a vu aussi le rôle du président avec l'articulation un petit peu difficile avec la vie professionnelle. On a un petit peu vu aussi le type de couverture qui était proposé, un peu le système informatique du RSI. Ce qu'on voudrait savoir, c'est... pourquoi c'est passé de la CMR au RSI, pourquoi ça a éclaté pour quelque chose qui est contesté en plus aujourd'hui. Alors là, si vous voulez, je vais vous dire, c'était le RSI a été créé avec pratiquement un très large consensus des administrateurs et de tout le monde pour la création du RSI, de regrouper, parce qu'il y avait des caisses un peu de partout, des caisses professionnelles, des trucs comme ça. Donc c'était pour regrouper tout ça. Et là, il y avait un consensus, on ne peut pas dire une unanimité, mais un très large consensus pour créer cette entité. Donc là, ça s'est relativement bien passé. Et les difficultés ont été, en 2008, la mise en place de l'ISU. Et c'est l'ISU qui a... Alors, je ne veux pas vous dire qu'il n'y a pas eu de difficulté pour la mise en place du RSI. Parce que vous voyez, par exemple, les caisses de retraite avaient comme adresse des adhérents le lieu professionnel, et les caisses maladie, c'était le lieu de vie, quoi. Le domicile. Le domicile, voilà, c'était le domicile. Alors, il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui ne travaillaient pas sur place, quoi. Et là, on avait déjà eu quelques petits problèmes, mais enfin, ça se réglait, quoi. Ça pouvait se régler. Et après, on est arrivé avec la mise en place de l'ISU. Alors, l'ISU, c'est des ordonnances qui l'ont créé, au même titre d'ailleurs que le RSI, c'est des ordonnances. Oui. Qui les ont créées. L'ISU, c'est des ordonnances qui l'ont créé. Mais alors là, contre l'avis unanime de tout le monde, pas sur le principe, mais sur la façon de procéder. Et de confier, disons, qu'aux URSSAF tout l'encaissement et tout. On savait très bien, et ça s'est dit de partout, que le système informatique de l'URSSAF était complètement incompatible pour traiter les cotisations et les cotisations de maladie et tout ça. Donc leur système qui s'appelait SNV2, je crois, oui, il me semble que c'est ça, et avait déjà pas mal de temps, et ils ont voulu qu'on passe sur ce système-là, et alors ça a été infernal, quoi. Il a fallu créer des ponts, des trucs comme ça, ça a été infernal. Surtout que dans le système tel que les décrets l'ont prévu, c'est que c'était le RSI qui était maître d'œuvre, si vous voulez. L'URSSAF faisait l'encaissement, mais le RSI faisait le contentieux. Alors vous n'avez qu'à voir la difficulté. Au bout de... Après, il y a eu un truc que l'URSSAF gardait l'encaissement pendant un mois et faisait le pré-contentieux, mais c'était le RSI qui faisait le contentieux. Et avec deux systèmes qui ne communiquaient pas. Alors j'aime autant vous dire que c'était infernal. Les gens arrivaient à travailler à la plume d'oie. Avec des systèmes informatiques incompatibles, c'était infernal. Donc il y a eu beaucoup de difficultés. Des gens qui ont été oubliés, carrément, qui pendant 2-3 ans ont été oubliés. Après, ils ont reçu des rappels de cotisation sur 3 ou 4 ans de cotisation. C'était infernal, c'était le scandale. Et des gens qui ont reçu d'entrée, qui ont été appelés 2 ou 3 fois. Ils étaient appelés sur leur lieu de travail, ils étaient appelés sur le domicile. Enfin, vous voyez, c'est surtout au niveau des cotisations, disons. Parce que, quoi qu'il en soit, les prestations, disons, les prestations maladie ont toujours été réglées par les organismes conventionnés. Donc là, pour eux, ça n'a pas changé grand-chose, si ce n'est qu'on avait des difficultés pour savoir si les gens étaient bien assurés, étaient bien à jour de cotisation. Par exemple, alors après, ils ont créé un système où, disons, c'était plus obligatoire d'être à jour de cotisation pour être remboursé, quoi qu'il en soit. Vous aviez un contentieux, mais vous étiez quand même remboursé des soins maladie, sauf des indemnités journalières.
Et les indemnités journalières, pour régler les indemnités journalières, il fallait que les gens soient à jour de cotisation. Et les OC n'arrivaient pas à savoir si les gens étaient à jour de cotisation. C'était infernal, quoi. Et là, alors maintenant, on a une contestation phénoménale, mais c'est ce que je dis. Alors bon, depuis, il y a eu quelques améliorations, c'est ce que je dis. Et elle arrive maintenant, cette contestation, mais elle aurait dû se faire il y a 5 ans. Ça aurait dû se faire tout de suite, mais tout de suite, bon, les gens, oui, alors ça allait bien, mais il y avait des trucs, enfin bref, c'est vraiment parti après, bien après. Si vous aviez été jeune à ce moment-là, hein, vous auriez contesté. Peut-être bien, mais étant dans le truc, on ne pouvait pas. Voilà. Mais pourquoi justement il n'y a pas eu de contestation par rapport à ce qu'il y avait pu avoir avant? Ben, disons qu'il y a par exemple les conseils d'administration, que ce soit sur le plan local, que ce soit sur le plan national, on s'est toujours élevé contre ce principe, contre ce truc-là, on n'a jamais été entendu. Oui. Et les politiques ont découvert ça il y a 2-3 ans, qu'ils commencent à se mêler de ça, qu'ils ont créé des... Alors, le problème, je ne sais pas qui c'est qui a dit, quand on a un problème, on crée une commission. Alors, ils ont fait des commissions parlementaires, le Sénat, le Parlement, ils ont fait des commissions, tout ça. Mais du coup, ça avance pas vite. Alors, il y a encore une commission maintenant de 2 députés là, qui a fait le tour de France un peu. Et ils ont fait un vrai rapport déjà, mais ils enfoncent des portes ouvertes. Ce qu'ils ont découvert, c'est ce que nous, on dénonce depuis des années. Enfin, les administrateurs dénonçaient depuis des années. Oui. Alors, ils le découvrent maintenant. Alors, espérons que ça va bouger. Mais ils n'ont jamais... Nous, ce qu'on voulait, c'était un service informatique autonome. Mais bien sûr que ça coûtait très cher. Et ils n'ont jamais accepté qu'on mette de telles sommes dans un système informatique en pensant que celui de l'URSSAF devait faire le boulot. Et moi, ce que j'ai dit plusieurs fois, j'ai dit avec le manque à gagner qu'on a eu pour les cotisations qui ne sont pas rentrées, on aurait pu se payer un sacré système informatique. On aurait pu se payer un sacré système parce qu'il y a eu un déchet phénoménal. Hein. Et au point de vue financier, justement, ça se voit dans les comptes, ça. Oui, bien sûr. Il y avait un manque de cotisation. Tout à fait, ben oui. Et comment est-ce que ça a été financé? Alors, disons que si vous voulez, on a un système, on avait jusqu'à présent, enfin, je sais que c'est en train de changer maintenant, on avait un système où on avait l'équilibre financier qui était assuré par la C3S. Ah oui, d'accord. Hein? Donc, alors bien sûr que la C3S, au lieu de nous verser 1 milliard, après elle en a versé 2 ou 3, un truc comme ça. Quoi. Et puis, mais ils l'ont supprimé, la C3S. Quand ils ont fait oui. ce que certains appellent le cadeau aux entreprises, là, ils ont supprimé la C3S. Et maintenant, alors apparemment, c'est l'État qui doit assurer le déficit. C'est ce qui fait qu'on a un système qui, jusqu'à présent, n'a jamais été en déficit. L'équilibre était assuré. Même si les cotisations étaient loin de représenter les dépenses, oui. On avait par contre la compensation, on versait à la compensation, on recevait de la compensation au niveau de la retraite, oui. Mais on versait de la compensation au niveau de la maladie. D'accord. Donc ça s'équilibrait à peu près, disons. Au RSI, les compensations s'équilibraient. Je crois qu'ils l'ont supprimé ce système maintenant. Mais c'est tout récent, hein. Là je suis plus dans le coup. Oui, et je crois qu'ils l'ont supprimé, ce système de compensation. Mais on a toujours eu un régime en équilibre. Donc on pouvait voir le déficit de la sécurité sociale globalement, mais le RSI par lui-même, il n'avait pas de déficit. Par construction. Oui, alors je vous dis, il y avait la compensation, il y avait la C3S, oui. Et il y avait des trucs, donc après la C3S, donc qu'il l'avait augmenté, ça représentait des sommes importantes. Alors après la C3S, ils en ont accordé aux agriculteurs, oui. Et puis maintenant, ils l'ont supprimé quand même. Ou alors il en reste, mais c'est vraiment infime, quoi. C'est très peu, je crois. Mais là, je suis plutôt dans le coup, hein. Je suis plutôt dans le coup. Oui. Mais voilà un petit peu comment que ça fonctionnait.
Alors je vous dis bien, on n'avait pas ce souci, nous, on n'a qu'une chose où on est autonome et où on doit assurer l'équilibre, c'est sur les indemnités journalières, sur l'invalidité et sur les retraites. Mais la maladie, on n'avait pas. Mais par contre, quand on a créé le système des indemnités journalières, alors ça a été passablement compliqué parce que les gens disaient ça va entraîner les gens à s'arrêter, il va y avoir des dépenses phénoménales. Et en définitive, on a réussi à créer des indemnités journalières avec une cotisation de 0,5%. Donc, et puis après, les indemnités journalières, alors on les a bien améliorées en réduisant les délais de carence, des trucs comme ça, tout. Donc c'est passé à 0,7. Enfin, c'est quand même supportable, quoi, encore. La validité et les indemnités journalières, c'est 0,7% du revenu. D'accord. C'est quand même encore supportable. Oui. Alors qu'au départ, les gens disaient on commence comme ça, on va finir à des sommes phénoménales. Mais non, apparemment, ça s'équilibre là. Hein. Là, il y a l'équilibre. C'est bien. Et au niveau du fonctionnement des indemnités journalières et de l'invalidité, c'est pareil que pour le régime général? Disons qu'il y a un délai de carence. Je crois qu'ils sont en train de vouloir réduire maintenant de 7 jours. D'accord. Sauf en cas d'hospitalisation ou d'accident. D'accord. C'est 3 jours. En cas d'hospitalisation ou d'accident, c'est 3 jours. Et sinon, pour une maladie normale, c'est 7 jours. Il y a un délai de carence de 7 jours. Et c'est 50% du revenu déclaré. Donc sur la base sur laquelle sont payées les cotisations. Le BIC, quoi. Pour les commerçants, c'est le BIC. Pour les libéraux, c'est le BNC. Mais les libéraux n'ont pas d'indemnité journalière. Ils ne les ont pas acceptés. Mais justement, est-ce qu'il n'y a quand même pas un petit peu de grogne par rapport à ça, ces indemnités journalières? Alors, je vais peut-être dire que, il y a quand même pas mal dans ces professions-là, il y a quand même pas mal le salaire déclaré, c'est pas toujours le salaire qui est véritablement perçu. Du coup, quand il y a quand il y a des maladies, est-ce qu'il n'y a pas un peu de grogne de toucher que 50% de son salaire? Disons que dans l'industrie ou des trucs comme ça, au régime général, ils ont tous des conventions collectives qui améliorent ce truc-là. Mais le régime de base de sécurité sociale, c'est 50%. Oui. Alors après, ils ont des complémentaires, ils ont des conventions, selon les conventions collectives et tout, surtout les grosses entreprises. Dans les petites entreprises un peu moins, mais dans les grosses entreprises, ils ont tous des compléments de salaire, des trucs comme ça. Et là, c'est vrai que, et puis bon, entre nous, mais je ne veux pas le marquer, on a aussi des gens qui déclarent. C'est justement c'est mon idée en fait, c'est que souvent, il y a quand même pas mal d'indépendants qui, en raison des trop grandes charges qui pèsent sur leurs épaules, ils déclarent un petit peu, parfois beaucoup moins que ce qu'ils gagnent réellement. Du coup, quand ils se retrouvent en arrêt maladie, c'est pour ça qu'ils sont peut-être moins enclins aussi à avoir des arrêts maladie qu'un salarié lambda. Alors, les arrêts maladie, ils peuvent se les constituer. Parce que, bon, je vais vous dire le principe de l'indemnité journalière, si vous voulez, j'étais d'accord là-dessus, et j'ai milité pour ça, mais je dis c'est une survie, si vous voulez. C'est assuré pour une famille, le beefsteak, le pain, tout comme ça. Mais ça n'est pas assuré le revenu de l'entreprise. Parce qu'on a des entreprises, par exemple, qui ont de gros investissements, qui ont des amortissements phénoménaux, qui se trouvent avec un petit bénéfice, mais qui ont des revenus. Mais compte tenu de leurs amortissements, compte tenu de tout autant de trucs, ont très petits bénéfices. Mais ces gens-là, on ne l'assure pas, on l'assure par rapport aux bénéfices, mais pas par rapport au rapport de l'entreprise. Et là, ma foi, et comme c'est vraiment, ça va du simple à tout ce que vous voulez, un gars qui travaille, un carreleur ou un truc comme ça, il n'a pratiquement pas d'investissement, un imprimeur ou quelque chose comme ça, le gars il a un matériel phénoménal, vous voyez, donc on peut pas rentrer dans ce domaine-là, sur un plan légal et tout ça. Alors après, au coup par coup, le gars il s'assure dans le privé, soit auprès du mutuel, soit auprès d'une compagnie d'assurance, et il s'assure pour le manque à gagner, si vous voulez.
Mais nous, chez nous, ça a toujours été, moi j'ai toujours soutenu ce truc-là, on n'assure pas l'entreprise, on assure l'individu, quoi. C'est ça. Alors bien sûr que ça fait pas grand-chose, hein. Ça fait pas grand-chose. Et comment ça se passe au niveau des accidents du travail, du coup? Qui c'est qui indemnise si l'indépendant il est accidenté sur son travail? Comment ça se passe? C'est pareil que dans le régime général ou pas? Disons qu'il y a des contrôles. Il y a des contrôles, donc il doit être, s'il est en arrêt maladie, il doit être chez lui. Il ne doit pas être au boulot, il ne doit pas être dans son entreprise, il ne doit pas être sur un chantier ou un truc comme ça. Et là, il y a des contrôles. Ils en prennent. Il y a combien de personnes? Alors, il y a souvent des gens qui se mettent en arrêt maladie. Alors, ils ont un mois d'arrêt maladie, si vous voulez. Puis au bout de 15 jours, ça va mieux, ils reprennent le boulot. Mais ils ne déclarent pas qu'ils ont repris le boulot. Ils ont oublié de déclarer qu'ils ont repris le boulot, quoi. Et on a beaucoup de trucs comme ça, hein. Et il y a un système d'accident du travail ou pas? Comment Non. ça marche? Non, hein. Non. L'accident du travail, il est couvert au même titre que la maladie. D'accord. Dans les mêmes conditions. Donc 50% avec un délai de carence aussi. Oui. Oui, donc... Ah ben, le délai de carence, en accident, je crois que c'est 3 jours. Oui. Voilà, c'est pas 7 jours. Hein. En maladie, c'est 7 jours. Enfin, je crois qu'ils sont en train d'y réduire, hein, maintenant. Je suis pas des collègues qui siègent encore. Je crois qu'ils sont en train de réduire ce délai de carence. Et ils parlent de créer, mais je ne sais pas bien comment ils vont faire, un temps partiel. Vous savez que ça existe au régime général, des gens qui travaillent à mi-temps, qui reprennent. Alors, ça n'existait pas chez nous. Et je crois qu'ils sont en train d'étudier le système pour le faire maintenant. Mais bon, pour le moment, ça n'existe pas. D'accord. Donc la personne qui est accidentée, qui a un accident quand elle exerce son activité, elle est finalement, c'est inégalitaire par rapport à quelqu'un qui est dans le régime général, parce que là, elle touchera que 50% d'indemnité, alors que dans le régime général, ils sont remboursés. Oui, tout à fait. Mais elle ne cotise pas en tant qu'employeur Voilà, c'est ça, aux accidents du travail. Voilà. Les accidents du travail chez les salariés, c'est une cotisation spéciale qui est alimentée mais surtout par l'entreprise. Uniquement, oui. Hein, par l'entreprise. Donc ça n'existe pas chez nous. Par contre, je crois que maintenant, ils sont en train d'assouplir un petit peu le système de contrôle, si vous voulez, dans l'hypothèse où moi j'ai vu des gars, je ne me rappelle plus ce qu'il avait comme entreprise. C'était un plombier, je crois, mais il avait 2-3 ouvriers, et il a un contrôle, et ils l'ont trouvé, il avait une jambe dans le plâtre, mais ils l'ont trouvé au bureau. Et il a été contrôlé au travail. Mais il était là pour faire ses chèques, faire ses comptes ou n'importe quoi. Il n'allait pas sur les chantiers, mais il était là, il était au boulot. Alors maintenant, ils sont en train d'y modifier un peu. Ils permettent quand même aux gars de pouvoir gérer son entreprise, même s'il travaille, donc il ne doit pas travailler physiquement, mais il peut gérer son entreprise. Oui, parce que il y a les deux choses là. Alors maintenant, ils ont amélioré un petit peu ce système-là. Mais c'était assez... C'est-à-dire on est parti comme on ne voulait pas. Tout le monde avait peur que ce soit une cotisation très très chère, alors on est parti vraiment avec un minimum. Et puis petit à petit, ça s'est amélioré. Et ça, justement, vous pouvez nous raconter un petit peu comment ça s'est introduit, les IJ, parce qu'au départ, personne n'en voulait. Personne n'en voulait. Après, c'est les artisans, les premiers, qui ont... Parce que c'est tout regroupé au sein du RSI, mais il y a toujours des élus commerçants, des élus artisans, il y a toujours un petit peu ce clivage. Hein, alors que le clivage, il est dans certaines professions. Hein, par exemple, je vais vous citer un exemple, un boucher est considéré au niveau social comme un commerçant, et un charcutier est considéré comme un artisan. Alors le boucher charcutier, moi je me rappelle, j'avais eu des conflits, mais c'est vieux de ça, entre les caisses de retraite, machin comme ça. Il y avait un gars qui était boucher charcutier, et il était à l'organique, non, il était à l'AVA, donc les artisans, et il voulait changer. Alors j'ai dit, tu fais la demande. Alors je fais la demande avec lui, quoi. On lui dit qu'il faut qu'il renvoie son truc, son chiffre d'affaires,
pour voir son chiffre d'affaires qu'il faisait en vente à l'état brut et en vente de produits travaillés, quoi, en charcuterie. Oui. Alors le gars il me dit, bah, c'est facile. Il me dit, je fais plus en boucherie. Je fais par exemple, je vais vous dire une bêtise, je fais 20 millions de chiffre d'affaires en boucherie. Et puis j'en fais que 10 en charcuterie. Alors on renvoie le truc comme ça. Et les gars ils disent, mais attendez voir, sur les produits travaillés, on applique le coefficient de 2,5. Ce qui fait que ces 10 millions, ça porte à 25, donc il est artisan et pas commerce. Mais voyez, mais il y avait des conflits. Mais les caisses entre elles, ça faisait des procès au départ. Hein. Ah mais oui. Mais alors vous voyez, parce qu'il y a des professions, je sais pas, un radioélectricien, un truc comme ça, ils vendent des appareils, mais ils les dépannent, ils travaillent, un garagiste, il vend des voitures, mais il les répare. Vous voyez, il y a tout un tas de professions qui sont vraiment à cheval sur les deux, quoi. Alors, mais les artisans, donc, à ce moment-là, ont accepté, disons, les indemnités journalières avant les commerçants. D'accord. Et puis, quand les commerçants, ils ont vu que ça tournait pas trop mal au niveau, et ben, ils sont décidés aussi. Mais moi, je sais que depuis le début, j'avais milité pour que ça existe, pour même que les commerçants le fassent. Mais bon, j'étais sûrement pas bon parce que je n'ai pas été suivi. Et pourquoi, justement? Qu'est-ce qu'il y avait comme réticence? C'était Ben, financier? le montant des cotisations. Oui, c'est ça. Mais je vais vous dire, tous les problèmes qu'on a eus avec nos régimes sociaux, c'est pas tellement des problèmes de prestations, on a eu quelques-uns, quoi. Mais c'est minime, c'est toujours des problèmes de cotisation. C'est 9 fois sur 10, quand il y a un litige entre un assuré et la caisse, c'est pour les cotisations. C'est pas pour les prestations. En principe, les prestations, ça tourne pas trop mal. Et les gens en sont contents, globalement. L'assurance maladie, bon, maintenant, on a à peu près, on a les mêmes remboursements qu'au régime général, donc les gens en sont contents. Hein. Là, il n'y a pas de problème. La retraite, ben, ma foi, la retraite, elle est maintenant aussi l'équivalent de ce qu'ils ont. Moi, je vais vous dire autre chose. Il y a un gars qui vient me trouver une fois, mais c'est un exemple, hein, parmi tant d'autres, mais il doit y en avoir des centaines comme ça, qui me dit, dis-moi, je viens de toucher ma retraite, alors j'ai 800 € par mois, 600 € par mois, comment veux-tu que je vive avec ça, qu'est-ce que le truc et tout. Alors je lui dis, bah, attends, il me dit, il y a une erreur, il y a un machin, c'est pas possible et tout. Je dis, bon, bah, attends, je vais voir ton dossier. Je vais voir son dossier. Ça faisait 5 ans qu'il déclarait, il avait eu 800 € par mois, ça faisait 5 ans qu'il déclarait 50 € de bénéfice. Je dis, mais comment tu vivais avec 50 €? Je dis, maintenant t'en as 80. Et enfin, vous voyez, il avait. Mais c'est ça, les gens, ils ont fait des sous-déclarations. Et bien sûr qu'au moment de la liquidation de la retraite, ça paye, oui. Et oui. Alors, et justement, en fait, là, c'est la logique que vous êtes en train de nous décrire, le fait qu'ils ne voulaient pas beaucoup payer de cotisations, etc., ils sont complètement différents d'un autre système, enfin, des autres personnes qui, justement, sont dans une logique d'anticipation sur l'avenir. Eux, ils n'anticipent pas du tout leur avenir. Non. Même la maladie, ils n'anticipent pas qu'à un moment donné, ils peuvent être malades, ou que si la femme, elle peut avoir un enfant, ou qu'ils peuvent avoir un accident, enfin... Mais moi, je suis jamais malade, pourquoi je payerais? Oui. 20, 30 ans, 40 ans. Mais j'en ai pas besoin d'autre truc, pourquoi je payerais? Et oui, c'est ça. Mais voilà le problème, il est là. Et du coup, c'est ça qui peut expliquer qu'ils n'ont jamais voulu se rattacher au régime général, par exemple? Bah écoutez, là alors ça date de 45, là, quand ils ont refusé, disons, que se rattacher au régime général. Oui, c'était une question de... Et puis à cette époque-là, les commerçants vivaient quand même relativement bien. Ils se faisaient un petit patrimoine avec leur fonds de commerce, leur truc comme ça. Quand ils partaient à la retraite, ils vendaient le fonds de commerce, ils étaient souvent propriétaires un peu de leur bâtiment, de trucs. Donc ils s'assuraient leur avenir comme ça. Et puis pas du jour au lendemain, mais petit à petit, les commerces ont perdu complètement toute valeur. Hein, maintenant, un commerce, ça ne se vend plus un commerce. Maintenant, il se vend quelques emplacements. Mais c'est l'emplacement, c'est pas la clientèle ne se vend plus maintenant. Il y a pas, c'est l'emplacement qui se vend à la limite. Et les bons emplacements, alors, si vous êtes dans le centre-ville, ou de la République ou d'hôtel de ville, vous avez des commerces qui valent de l'argent,
Mais dans les quartiers, les commerces, vous les voyez fermés, le rideau est baissé, il n'y a personne qui reprend derrière. Donc ça vaut plus rien. Donc, alors maintenant, depuis 1973, on a l'alignement sur le régime général. Hein, depuis 1973. Alors depuis 1973, les gens qui partent à la retraite maintenant, ils ont quand même cotisé pendant 30 ans, un taux quand même un peu plus. Mais avant, il y avait une cotisation minimale. Je ne me rappelle pas, mais c'était, je ne sais pas si c'était pas 50 € par an, 50 francs par an, mais des anciens francs encore, des trucs comme ça, c'était dérisoire. Alors il y avait une cotisation obligatoire, mais qui était dérisoire. Mais alors ça s'est beaucoup revalorisé. D'ailleurs, quelques anciens que j'ai bien connus s'étaient rendus compte du système et ils ont racheté, parce qu'il y avait possibilité de racheter des points à cette époque-là. Avant 1973, ils ont racheté le maximum de points, mais ils se sont fait des retraites phénoménales. Avec les revalorisations successives qu'il y a eu, ils se sont fait des retraites phénoménales. Mais il y en a combien qui l'ont fait? Deux, trois initiés, quoi. Mais les autres voulaient surtout pas payer, surtout payer le minimum. Et justement, est-ce que maintenant, parce que la situation des commerçants, des artisans, elle a quand même un peu chuté par rapport à ce que ça pouvait être avant, notamment les commerçants, ils ont moins que le SMIC maintenant. Enfin, il n'y a pas d'idée justement d'essayer de s'aligner un peu sur le régime général et éventuellement de fusionner. Alors il y a certaines catégories, par exemple les gens de la CAPEB. La CAPEB, c'est le syndicat du bâtiment. Les gens de la CAPEB, ils ont toujours été pour le rattachement au régime général, mais depuis toujours. Hein. Déjà, même quand les régimes ont été créés, ils ont toujours été pour le rattachement au régime général. Mais dans l'ensemble, les autres, non, ils ne veulent pas. Toutes les confédérations syndicales, les trucs comme ça, il y a vraiment que la CAPEB qui est pour ce rattachement. Et pourquoi, justement? Moi, j'ai entendu des responsables de la CAPEB dire moi, je paye des cotisations pour mes employés, je ne vois pas pourquoi je ne payerais pas pour moi et que je n'aurais pas les mêmes garanties que mes employés. C'était assez logique. Mais voilà, mais tout le monde ne partageait pas ce point de vue. D'accord. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi une notion de risque? Parce que dans le bâtiment, on est plus exposé quand même peut-être au risque d'accident, de maladie que si on est commerçant, enfin je sais pas. Alors disons que si vous voulez dans l'ensemble, les artisans sont plus exposés que leurs employés. Ouais. Ils ont déjà pas tout. S'ils travaillent tout seuls, ils n'ont pas toutes les obligations de sécurité, par exemple dans le bâtiment, n'importe quoi. Et puis alors le problème, c'est qu'ils travaillent 60 ou 70 heures, et avec la fatigue, ils ont plus de risques d'accident. Et il y a plus d'accidents, disons, chez les travailleurs indépendants qu'il n'y en a pas, d'accidents du travail qu'il n'y en a pas chez les salariés. Parce que les salariés, c'est vrai que maintenant, il y a quand même tout un tas de protections. Et puis au niveau des produits chimiques, au niveau des peintures, des trucs comme ça et tout. Mais un artisan, il ne va pas forcément mettre un masque ou un truc comme ça. Il n'y a personne qui est derrière pour l'obliger. Donc, toutes les sécurités, les trucs comme ça. Alors, ils y viennent quand même, hein, petit à petit. Parce qu'on a fait quand même des grosses campagnes, y compris ici, il y a eu des grosses campagnes de fête là-dessus. Hein. Justement, est-ce que vous pourriez nous parler des campagnes de prévention de l'asthme des boulangers, par exemple, ou des choses comme ça? La CMR faisait des choses? Oui, tout à fait. D'ailleurs, ça continue, hein, ça se fait toujours. Et on a même fait... alors maintenant, c'est repris par l'Éducation nationale. Oui, on a lancé le truc, et c'est repris maintenant dans les collèges et les lycées. Par exemple, on a commencé avec Dardilly, vous savez, les métiers de bouche, là, Dardilly. Oui. On a commencé sur les boulangers avec les professeurs. Mais il a déjà fallu former les professeurs. Parce que les professeurs, c'est des anciens du métier ou n'importe quoi, et la sécurité, pour eux, la farine, ça vole dans tous les coins, c'est dans le truc. Alors il a fallu déjà former les professeurs. Et après, maintenant, les professeurs donc, ont tendance un petit peu à former les jeunes au départ. Parce que justement, moi je discutais avec le président syndical de la boulangerie, c'était le responsable de la boulangerie à Dardilly. Il me disait, on ne comprend pas, on manque terriblement de boulangers, pourtant on fait de plus en plus d'apprentis. Mais il y en a terriblement qui ne peuvent pas continuer. Qui ont des problèmes, ils apprennent le métier, puis après, à 25 ans, ils chopent de l'asthme ou un truc comme ça, ils sont obligés de changer. Et puis le fait aussi que c'est de travailler la nuit, que c'est pénible et tout, la vie de famille et tout,
Donc ils forment énormément d'apprentis et il reste peu d'ouvriers. Parce qu'il y a un gros déchet, alors il y a un déchet par rapport à ça, et puis il y a un déchet par rapport à la pénibilité du travail, quoi. Oui. Mais on a fait ça, puis alors je me souviens, moi, par contre, on a été, disons que, un peu les précurseurs à Lyon de ce système-là. Et je me rappelle, moi, d'avoir organisé des réunions dans les chambres de métier sur des professions, et j'allais à ces réunions avec un to-be de la caisse, donc qui s'occupait de prévention, et on faisait ça. Mais je me souviens, moi, d'être allé, par exemple, à la chambre de métier dans l'Ardèche, c'est pas Privas, c'est à... Au Bénin? Non. Non, ils sont sur le bord du Rhône, là, je ne me rappelle plus où. Ah, ils ont changé maintenant. Maintenant, ils sont à Guillegrange, ah, oui. Mais avant, ils étaient Tournon. Oui. Ils étaient à Tournon. Ils étaient allés à Tournon avec un médecin pour faire tous les métiers, tous les peintres en voiture, les peintres en bâtiment, des trucs comme ça. On allait là-bas. Avec le listing de la chambre de métier, on avait invité tous les gens de la profession. Et il y avait 3 personnes qui venaient à ces réunions. On y allait à 2, nous 2 avec un toubi, et il y avait 3 Pékins. Donc ils n'étaient pas intéressés, les gens. Ils n'étaient pas intéressés, ça a été très très difficile à lancer. C'est pour ça qu'après on s'est un peu retourné vers les centres d'apprentissage, les centres de formation, les CFA, les trucs comme ça, pour faire cette formation. Et on faisait aussi les menuisiers, les trucs comme ça, oui. Avec je me rappelle, c'était le cancer d'ethmoïde qui était très fréquent chez eux. Et alors on avait notre médecin conseil là, qui s'occupait de ça. Il avait découvert que les prothésistes dentaires avaient de la silicose, comme les mineurs. Ben, ils ponçaient sans arrêt des matières, les dents là, je ne sais pas ce qu'ils ponçaient. Et les prothésistes dentaires avaient de la silicose. Ça paraissait bizarre comme métier, qui est quand même... eh ben, il y a des trucs incroyables. Et donc du coup, il a pu enclencher des actions de prévention. Ben oui, ça c'est parti, ça s'est déclaré, quoi. Alors maintenant, théoriquement, tous les prothésistes dentaires savent les risques qu'ils courent, donc ils doivent mettre un masque, quoi, oui. Pour travailler. Et est-ce que vous pensez que les moyens qui ont été mis en place pour la prévention, ça a été efficace? En France, on n'est pas bon pour la prévention. Ouais, c'est pour ça. Alors, même le régime général, ils sont pas bons, et nous, on est encore moins bons qu'eux. Alors, non, on peut pas dire que ce soit efficace, mais on ne sait pas par quel bout y attraper. Oui. Parce qu'il faut un certain volontariat pour la prévention. Il faut que les gens soient d'accord pour l'appliquer. Et comme les gens, les 3 quarts du temps, ils s'en foutent, ils y pensent pas. Ils pensent pas que ça peut leur arriver à eux, des trucs comme ça. Donc, mais on a fait des trucs, vous voyez, des trucs qui sont bizarres. Un des derniers trucs qu'on avait fait, quand j'y étais encore, c'est pour les maçons. Vous savez que les parpaings, donc s'ils appellent les parpaings, c'est des moellons, quoi. Ils leur livrent en palette, comme ça. Mais quand ils sont démoulés, ils sont à l'envers. Oui. Donc, sitôt qu'ils prennent, il faut tous qu'ils les retournent. Et on a fait un système maintenant. Alors, il y a une machine, on a financé, on a aidé les gens à s'équiper, les producteurs de moellons, pour les remettre dans le bon sens. De façon à ce que les gens, ils ont un geste de moins à faire, c'est moins pénible. Après, au boulot, vous voyez, c'est des trucs qui sont... Ça paraît improbable, quoi. Oui. Mais il y a dans des professions, c'est difficile. Vous voyez, moi, j'étais en boucherie. Bon, on a des tabliers de protection, des trucs comme ça. Oui, ils sont tous par le rotelier. Personne ne les met. J'ai jamais mis un tablier de protection de ma vie. Oui, ça gêne plutôt qu'autre chose. C'est vrai, je reconnais. Alors, le truc
on avait un Toubi qui était parti là-dessus, il dit surtout, c'est d'avoir de bons outils, des couteaux qui coupent bien et tout. Ben oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on a moins de risques de se faire mal avec un couteau qui coupe bien qu'avec un couteau qui coupe pas. Parce qu'on force moins, quoi. Mais vous voyez, il n'y a pas grand-chose à faire, quoi, dans ces métiers-là. Si on reprend l'exemple des moellons, là, vous pouvez nous raconter un peu comment ça s'est passé, comment vous êtes arrivé à vos fins à partir du constat? Ben, je ne me rappelle pas exactement comment que ça s'est engagé. C'est avec les syndicats un petit peu. Oui. Et on a fait beaucoup d'actions aussi avec les carreleurs. Oui. Avec les carreleurs pour les protections des genoux. Parce que les carreleurs, ils ont des gros problèmes de genoux. Oui. Et disons que le truc, c'est de dire les genouillères, c'est pas bon parce que bien souvent, ça leur fait un garrot un peu. Ça leur fait un garrot, ils ne les supportent pas les genouillères. Alors le truc, c'est de faire des pantalons spéciaux avec une poche où ils glissent une protection dans la poche du pantalon. Ah oui, d'accord. Oui. Et ça, ben, on a eu, pour les apprentis par exemple, au CFA, ou trucs comme ça, quand ils passaient leur CAP, on leur offrait un pantalon. D'accord. Et puis donc les professeurs et tout étaient sensibilisés pour leur apprendre à le porter et tout, quoi, et on leur offrait un pantalon. Vous voyez, des trucs comme ça, on a fait beaucoup de trucs comme ça. Et les moellons, je ne me souviens pas exactement comment c'est parti. Je ne me souviens pas comment c'est parti, les moellons. Mais c'est avec les syndicats professionnels, quoi, oui, qu'on a fait ça, ou avec les chambres de métier, des trucs comme ça, quoi. Collaboration. Mais alors, objectivement, les moellons, je ne me rappelle pas comment c'est parti. Et vous avez mis de côté dans votre budget une enveloppe pour la prévention qui était... Oui. Et ça n'a pas été difficile à faire accepter à tout le monde? Ben, disons qu'il y a une enveloppe nationale qui est distribuée. Chaque caisse a une enveloppe pour la prévention. D'accord. Mais je vais vous dire, il y a très peu de caisses qui employaient l'intégralité de l'enveloppe. Ah oui, non mais c'est vrai. Hein. Il y a très peu de caisses qui employaient l'intégralité de l'enveloppe. C'est comme l'action sociale, par exemple. Hein. Ouais. Et je vois, on était un peu à Lyon, on était toujours un petit peu en pointe. On arrivait à la fin, au mois de novembre-décembre, ils demandaient où on était des comptes de la sécurité sociale et de l'action sociale. Et on était toujours à sec et tout. Et comme il y a des caisses qui ne dépensaient pas, on avait des subventions supplémentaires. Et on partageait les trucs comme ça. Et toutes les années, on avait droit à ces trucs-là. Parce qu'on était dans ceux qui dépensaient le plus, quoi. Mais oui, c'est ce qu'il fallait. Et c'est pas fait. Mais il y a encore, de ma génération, disons, il y a encore des gens qui sont là, eux, et qui veulent trésoriser. Ils sont contents quand ils n'ont pas dépensé. Ils sont contents quand ils n'ont pas dépensé. Alors, nous, on a toujours eu le principe de dire, on a un budget pour faire ça, il faut l'utiliser. Il faut utiliser ce budget. Mais il y en a encore, ben nous on a économisé là-dessus. Et il y a encore alors ça se perd un peu, hein. Petit à petit ça se perd, mais moi je me souviens quand j'ai commencé avec les vieux administrateurs, ben, c'était dur à leur faire admettre. Hein. C'était dur à leur faire admettre. Et même des gars de ma génération, hein. Maintenant ça va mieux, ils sont plus détendus là-dessus. Hein. Et par rapport à justement des actions de prévention, est-ce qu'il y avait des formations sur les bons gestes à avoir, par exemple pour le boucher quand il porte les carcasses, etc., pour le mal de dos qui est quand même le mal de dos, assez important, oui. ou dans le bâtiment, est-ce qu'il y avait des sessions de formation qui étaient organisées pour les professionnels? Ben, disons qu'on essayait de les faire en collaboration soit avec l'éducation nationale dans les centres, soit, mais autrement, je dis bien, on avait plus de succès si nous, on voulait le faire personnellement. Hein, faire venir des gens pour une formation comme ça, c'était presque impossible, quoi. Les gens, ils se dérangent pas. Ils n'ont pas de temps à perdre. Mais c'est ça la mentalité des artisans et des commerçants. Ils n'ont pas de temps à perdre. Hein. Moi, je me souviens combien et combien de fois, dans un autre domaine, j'ai dit à des gens, mais de la formation professionnelle, de la formation à la gestion d'entreprise, à la comptabilité ou n'importe quoi. Je dis, mais ils en font, il y en a dans les chambres de commerce, les chambres de métier, il y a des formations qui sont gratuites ou pas chères, quoi.
des trucs comme ça, faites de la formation pour attendre tout. On n'a pas de temps à perdre. Alors ils mettent tout ça dans un carton, puis à la fin de l'année, ils donnent ça au comptable, ils disent démerde-toi avec, quoi. Mais il y a combien de gens, ils ne gèrent même pas leur entreprise parce qu'ils n'ont pas le temps. Ils sont au boulot, le travail, pour tout le reste, ça compte pas, quoi. C'est une mentalité qui est dure à... Alors, j'ai l'impression que petit à petit, ça vient, mais c'est difficile. On va y arriver, mais c'est difficile. C'est difficile. Enfin maintenant, il y a quand même des gens qui se lancent en entreprise, il y a quand même des gens qui ont une certaine formation intellectuelle déjà maintenant. Il y a rarement, mais il faut reconnaître qu'il y a 40 ou 50 ans, il y avait des gens, c'était vraiment des primaires. Hein, et j'en étais un, moi. Hein. J'ai arrêté l'école à 14 ans, donc vraiment, et on était très 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 nombreux dans ce cas-là. Hein. On était très nombreux dans ce cas-là. C'était beaucoup des primaires, puis qui après, ils ne voyaient pas l'utilité de faire de la formation. En situation et la formation, c'est payant, il n'y a pas de problème. C'est payant dans tous les domaines. Mais il faut le faire rentrer dans les mœurs. Ah oui. Faut le faire rentrer dans les mœurs. C'est payant, c'est rentable, quoi. Ah oui, oui. Oui. Puis c'est cher aussi. Ouais, c'est cher. Ah oui. C'est payant à tous les sens du terme. Mais disons que dans les chambres de métier, c'est quand même abordable. Oui, c'est fait pour. Hein, moi, je sais que j'ai fait de la formation dans la chambre de métier de Lyon, mais bien avant de m'occuper de ces trucs-là, j'ai fait de la formation. Et vous voyez, j'ai passé toute ma vie sans comptable, je me suis toujours débrouillé. Bien. Alors quand j'avais un peu des problèmes, des fois qui coinçaient, j'étais pas sûr. Alors j'allais voir les profs à la chambre de métier, j'étais resté en bon terme avec eux. Ou alors j'allais voir carrément mon inspecteur des impôts. Ah oui. Ah oui, oui. Oui, c'est bien. Puis ils adorent ça en plus. Oui. Ils adorent ça, vous allez leur demander des conseils, mais ils adorent ça. Oui. Oui, c'est bien. Ah oui, oui. Mais voilà, mais il faut faire... Et tout ça, et je vous dis, la formation professionnelle là, sur les risques des métiers, s'ils ne l'ont pas fait très jeune, et puis vous allez prendre un gars à 50 ans, il y a 30 ans qui fait le métier, vous lui dites, fais un geste, il ne faut pas que tu fasses comme ça et tout, il dit, attends, tu ne vas pas m'apprendre mon métier, non, moi il y a 30 ans que je le fais, tu ne vas pas me dire maintenant comment il faut que je travaille, non. Et c'est ça la réflexion. Alors jeune, on arrive un peu, mais c'est là, il faut les porter très jeunes, c'est ce qu'on avait un petit peu compris après, et qu'on s'est retourné vers les centres de formation, quoi. Oui, parce que du coup, ils sont en mauvaise santé, en fait. Au final, sur le long terme, leur espérance de vie, elle est déjà réduite, ils sont en moins bonne santé. Et c'est ça le problème. Mais il faut qu'ils en prennent conscience. Ouais. Et avec les boulangers, on a eu quelques professionnels qui nous ont bien accompagnés dans ce domaine-là. Hein. Ah oui. Oui. C'est pas toujours, hein, parce qu'il faut trouver le relais. Hein. Faut trouver le relais. On a travaillé aussi pas mal avec les compagnons du Tour de France, des trucs comme ça aussi. Alors je me rappelle, on a fait des... Moi surtout j'ai participé, disons, à des réunions un petit peu avec des enseignants, des trucs comme ça, pour voir ce qu'ils souhaitaient, ce qu'on pouvait, et puis ce qu'on pouvait faire, et ce qu'on pouvait leur apporter. Parce que c'était pas toujours évident, on n'avait pas toujours les mêmes... Et il a fait beaucoup de réunions dans ce sens-là. Mais de la formation directe, non, on n'a pas, contrairement au régime général, où ils ont un service d'accident du travail, où ils ont des ingénieurs, où ils ont des trucs et tout. Mais dire on s'est quand même beaucoup servi des expériences du régime général. Hein. On a repris beaucoup de choses. Ils avaient des ingénieurs, des trucs comme ça pour faire des choses. C'était dommage de recommencer, de le faire. Ils avaient des études qui étaient faites. On a beaucoup travaillé avec la caisse régionale. Hein, justement, là c'est un point qu'il faut qu'on aborde aussi, c'est les relations justement avec le régime général. Donc on peut partir des accidents du travail et de la prévention, puis généraliser un petit peu. Oui, voilà. Oui. Donc qu'est-ce que... Vous avez travaillé comment? Enfin, c'est surtout du matériau que vous preniez, des réflexions disons surtout leur plan de formation, disons, leur plan de prévention. Donc on se base un peu dessus. Alors le problème,
c'est que on prenait des professions les unes après les autres, on n'avait pas les moyens, compte tenu qu'on couvre l'ensemble des professions, on n'avait pas les moyens de faire de la prévention de partout. Alors on a ciblé un peu, on lui dit ça a été le boulanger, ça a été les carreleurs, ça a été petit à petit quoi, les menuisiers, petit à petit on a essayé de faire toute la prévention comme ça. Et c'était facile de rentrer en contact avec la caisse, enfin les services de prévention? Oui. On n'a jamais eu de problème avec la caisse régionale. Ouais, ça... Ouais. Et vous les connaissiez par ailleurs pour d'autres activités? Ah oui, on était en collaboration à l'époque où les administrateurs avaient encore quelques pouvoirs. On était surtout en rapport avec le cross par exemple. Oui. Alors moi je vais vous dire, à Lyon, on avait les séances du cross. Moi je faisais partie du cross sanitaire, donc on discutait tous les problèmes d'installation d'équipements hospitaliers et tout ça. Et on faisait, quand on avait ces réunions le mardi ou le mercredi à la DRAS, on se réunissait 3-4 jours avant à la CRAM avec les médecins conseils pour préparer et avoir une attitude commune. Et pour ça, c'est toujours bien entendu, on a toujours réussi à trouver un consensus et avoir une attitude commune, disons, dans ces domaines-là. Et s'il arrivait que vous ne soyez pas d'accord, vous arriviez à faire valoir votre point de vue? Disons que on arrivait à un consensus, quoi, disons. Alors, bien sûr que des fois on faisait des concessions, quoi. C'est ça le problème des négociations, c'est des concessions. Mais une fois qu'on avait arrêté une décision entre nous, on restait ferme là-dessus et en commission on la tenait. Vous voyez, c'était ça un peu. On discutait bien avant. Mais quand il y avait des points qui n'étaient pas à discuter, quoi. Ça allait de soi, puis d'autres où on n'était pas tout à fait d'accord, on arrivait à discuter, puis on arrêtait une position, et c'était pas toujours celle qu'on espérait vraiment, mais enfin on faisait un compromis. Un compromis, quoi, et puis on s'en tenait à ce compromis. Et est-ce que vous aviez des pressions des établissements de santé pour aller dans le sens qu'ils demandaient ou... Personnellement, non, parce que alors, il y avait certainement des pressions qui devaient se faire au niveau du régime général et du contrôle médical du régime général. Mais nous, on était considérés comme des petits minus et tout, et ils ne voyaient pas l'utilité de venir nous solliciter. Par contre, je vous dis, quand c'était qu'un avis qu'on donnait, et il n'était pas toujours suivi par le DRAS. C'est après que ça intervient. Et des fois par le ministre. Quand il faisait appel, des fois, et c'était le ministre qui leur donnait satisfaction contre notre avis. Mais enfin, c'était qu'un avis. Et sinon, le CROSS s'est intervenu dans les années 90. Peut-être, oui. C'est relativement tardivement. Et avant, il y avait toute la préparation. C'était Mireille Guigaz qui était là au moment de... Madame Guigaz. Oui. Qui était là. Mais même avant déjà. Mais justement, dans le temps, sur quel point vous étiez en relation avec le régime général et comment depuis? Est-ce que ça durait depuis longtemps? Oui. Moi, j'ai jamais eu trop de problèmes, y compris avec le régime général. Mais surtout, on s'entendait très bien avec les agricoles. Ah oui. Oui. On s'entendait très bien avec les agricoles. Et moi, je sais que les agricoles ont des problèmes et tout. Et sur le plan national, là, on n'a pas forcément une indemnité là-dessus, loin de là. Je crois qu'il y a eu des problèmes entre nos deux présidents, mais qui restent un peu campés sur leur position, vous savez. Mais moi, j'étais relativement partant pour une fusion des régimes, d'indépendants. Ah oui. Tous les indépendants, qu'ils soient agricoles, commerçants ou artisans, je pense que... Alors le problème, c'est que les agricoles, ils ont les salariés. Mais je crois que les salariés, plus ou moins, ils réclameraient leur autonomie, ils réclameraient leur rattachement au régime général. Ah d'accord. Ah oui. Oui.
Alors, mais par exemple, avec les indépendants agricoles, les exploitants, je pense qu'on a les mêmes problèmes, quoi. Et on s'est toujours bien entendu aussi. Et donc ça se traduisait comment au plan local? En local, on a beaucoup travaillé sur la prévention aussi. Ah oui. On avait monté un comité là, entre la Caisse de Lyon, de Bourg, et puis nous, je ne me rappelle plus comment ça s'appelait cette commission. Il m'a même mis trésorier adjoint, un truc comme ça. Mais on a bien travaillé. Il y avait à ce moment-là, il y avait Bortoletto qui habite Dessines, là, qui était président de la MSA. Ah oui. Après, il a été remplacé par un gars du Beaujolais. Là. Je ne me rappelle plus. Puis maintenant, ils ont fusionné avec l'Ain. Oui, c'est ça. Et alors, je ne sais pas, il paraît qu'ils viennent de changer, mais c'était De Seyssel qui était président. Oui, mais il paraît qu'ils viennent de changer. On m'a dit que ce serait une femme maintenant. Ah bon? Mais je ne connais pas, je vous dis, depuis 2-3 ans, hein, j'ai complètement perdu. Oui. Mais moi, j'ai encore connu De Seyssel. Et vous voyez, j'ai assisté beaucoup à leur assemblée générale, il était invité et tout. Et ça, c'est quelque chose. Ah oui. Une assemblée générale de la MSA, je ne sais pas si vous y êtes allé. Non, jamais. Ah, vous alliez à Bourg-en-Bresse, l'assemblée générale rien de l'Ain, il y avait 400 personnes. Et tout délégué, parce que eux, ils ont une structure par contre qui est exemplaire, oui. qu'on n'a pas chez nous. Hein. Oui. Malheureusement, nous, on n'a pas de relais. Et eux, ils ont des délégués cantonaux, ils ont des comités cantonaux où il y a un président, de ce petit comité et qui font remonter tout le truc et tout, et qui servent de relais, disons, avec les... Et comme c'est tous des agriculteurs, ils sont connus dans leur canton. Il y en avait même avant, ils ont réduit maintenant ces cantonaux, avant ils étaient même communaux. Ah oui, maintenant ils sont cantonaux. Hein. Mais ils ont des relais phénoménaux. Et ça, là ça vaut le coup parce qu'il y a des gens, tandis que chez nous, à part quelques vingtaine d'administrateurs pour une région, le reste on n'a pas de relais. On n'a pas de relais, on essaye d'avoir des relais avec les consulaires. Alors avec certaines ça marche très bien, avec la caisse avec la chambre de métiers du Rhône, de l'Ardèche par exemple, ça marche très très bien, même celle de l'Ain. Avec les chambres de commerce, alors ça marche avec la chambre de commerce de Villefranche, avec celle de Vienne, avec des trucs comme ça. Mais alors Lyon, n'importe quoi, vous arrivez, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est tout des industriels, des trucs comme ça. Qu'est-ce qu'on vient foutre dans ce truc-là? On n'est pas dans la même cour, quoi. oui. Avec les chambres de commerce, c'est très difficile. Avec les chambres de métier, ça va mieux. On est plus proche, quoi. Mais avec les chambres de commerce, je vous dis, à part les petites chambres de commerce, hein, qui s'occupent du commerce, les grosses, elles s'occupent du commerce international, des trucs comme ça et tout, de gérer l'aéroport, de gérer le port et l'Orario, et tous les trucs comme ça. Mais on n'est pas dans la même cour, quoi. Ouais. Et donc, comment vous verriez la fusion des régimes? Alors, il y a des bruits qui courent maintenant, soi-disant que on voudrait supprimer les organismes conventionnés. Alors c'est une bonne chose, j'ai toujours plaidé pour qu'on fasse la gestion directe, disons, qu'on dépasse encore ce relais. Ce relais qui a d'ailleurs été, surtout au départ, très très néfaste, parce qu'ils géraient le régime tout en le dénigrant, pour pouvoir placer des complémentaires. Alors c'est vrai qu'au départ on était le régime à 50%, mais même quand on a amélioré, des années après encore, ils nous appelaient encore le régime à 50%. Mais enfin vous voyez, mais alors maintenant il serait question de supprimer les organismes conventionnés, mais de confier les prestations au régime général. Ah oui, d'accord. Mais ça, alors je vous dis, c'est des bruits, c'est des propositions qui sont faites par un groupe parlementaire ou des trucs comme ça, vous voyez. Mais je me méfie assez parce qu'on lance des pointes comme ça. Et puis on abandonne, on se replie, puis on revient. Et puis 3-4 ans après, paf, on y va, puis on dit, ben attendez, il y a déjà 5 ans qu'on en parle de ce truc-là, vous devez être au courant. Tout à fait. C'est un peu leur méthode, ça. Hein. Ouais. Alors je me méfie, moi, de tous ces bruits qui courent comme ça, un jour ou l'autre. Ça peut arriver. Parce que justement, les organismes conventionnés au niveau des frais de gestion, enfin du coût de gestion, c'est peut-être un peu plus élevé que le régime général. C'est-à-dire le gros problème, c'est que les organismes conventionnés, ils font tous autre chose. Et en réalité, on ne sait pas ce que leur coûte
la gestion du régime de base. Et ils le font, ils le déclarent. Mais on n'a aucun moyen de contrôle pour savoir si réellement c'est ça. Et effectivement, ça coûte relativement cher. Et la Cour des comptes n'a jamais essayé d'estimer le coût réel? Je sais pas là-dessus, j'ai pas eu d'écho. Je pense pas. Mais enfin, il y en a qui doivent s'en inquiéter maintenant, puisqu'ils parlent de les supprimer, quoi. Mais le problème, alors bien sûr, c'est tout de suite le grand mot, et l'emploi. Parce qu'ils emploient quand même du monde. Hein. Ouais. Alors, et l'emploi, eh ben, alors, ils mettent en balance ce truc-là, et ce qui fait que les pouvoirs publics, ils n'osent pas prendre des mesures comme ça ferait trop de problèmes d'emploi, de trucs comme ça. Alors voilà. Oui, mais si ça fait un surcroît d'activité pour le régime général, nécessairement ils vont embaucher. Ben, disons que j'ai l'impression que si on donne les prestations du RSI au régime général, ils vont passer ça va pas leur coûter plus cher. Le coût marginal est vraiment... Oui, ça va être vraiment marginal. Ça va être vraiment marginal. Oui, mais d'un autre côté, ça fait supporter des charges plus importantes aux personnes qui sont au RSI. Ouais. Enfin, voilà le problème où on en est, mais je vous dis, les organismes conventionnés, mais c'est aussi, alors, que ce soit la mutualité, que ce soit les compagnies d'assurance, c'est des lobbies aussi. Oui. Il faut aller s'y frotter. Hein. C'est ça. C'est des lobbies, là. Hein. C'est peut-être pour ça, en fait, que ça avance pas. Oui. Plutôt que l'emploi. C'est des lobbies à Paris, et c'est des lobbies à Bruxelles. Hein. Ouais. Ils ont tous leur bureau et leur truc à Bruxelles, là-bas, ils sont tous représentés. Hein. Là, vous ne faites pas de soucis, c'est vraiment... C'est peut-être plus ça le vrai problème que l'emploi supprimé. Oui, mais l'emploi, ils se servent de ce prétexte. Oui, ça mais disons que c'est un lobby, là. Il n'y a pas de souci, là. Hein. Et je voudrais revenir un tout petit peu sur deux points, mais si vous avez des choses à dire et que vous le souhaitez. C'est donc la coopération avec le régime général et qui a débouché sur votre présidence de l'URCAM, quand même, ce qui est quand même quelque chose de remarquable. Hein. Alors, disons que si vous voulez, là, j'ai fini premier dans un concours de circonstances. Eh bien, bravo, ce qui compte, c'est de finir premier. C'est ça. Donc, comment ça s'est passé? Quand l'URCAM s'est mise en place, alors les administrateurs de l'URCAM étaient désignés par les organisations professionnelles, que ce soit le patronat, donc il y avait le patronat, le BEDEF, il y avait la CGPME et l'UPA, qui désignaient les représentants du personnel. Et puis les autres syndicats, CGT, CFDC, FO, enfin tous les syndicats, et puis la mutualité. La mutualité avait droit aussi à 2 représentants. En tant que tels, qui pouvaient être des salariés, des patrons, n'importe quoi, ils avaient 2 représentants de la mutualité. Et puis, par contre, les agricoles et nous étions désignés par nos conseils. Non pas par nos organisations syndicales, mais par nos conseils. Donc, on était 3, il y avait 3 agricoles et 3 travailleurs indépendants. Et en tout, on devait être, je crois qu'on devait être 22. On devait être 22. Donc, quand ça s'est mis en place, on s'est réunis à la préfecture. Du moins, c'était à la préfecture. Et avant, moi, j'étais loin de penser à ce truc-là. Je disais, je vais y aller, quoi, comme ça, mais tout. Et puis, j'ai été convoqué par des syndicalistes. Enfin, convoqué, invité. Invité, pas convoqué, mais invité par des syndicalistes, déjà que je connaissais d'autre part, quoi. Et ils me disent, à cette époque-là, il y avait le représentant du patronat, qui était M. Rambaud, le représentant du patronat, qui avait fait le tour de toute la région, tout ça, et qui avait déjà expliqué à tout le monde la structure, comment qu'il l'envisageait. Avec lui, bien sûr, comme président, et puis comment qu'il envisageait la structure, quoi. Qui voulait travailler avec un tel. Et puis les syndicats, ça les a un petit peu chagrinés quand même.
Oui, oui. Alors j'ai été convoqué, puis il y en a qu'un qui peut nous sauver de ça. On ne peut pas en tant que syndicat parce que on n'a pas tout à fait les mêmes accords et tout, mais il dit il faut que tu te présentes toi et on te soutiendra. D'accord. Et j'ai été élu comme ça. Donc alors à la préfecture, on était 24. On était 24. Premier tour du scrutin, donc je me présente, Rombaud se présente. Je fais 12 voix, lui 9. Parce que de tradition, la CGT ne vote jamais pour un président. Oui. Donc ils ne sont pas votés, ils sont abstenus. Et puis il y a un syndicat, disons, un patron qui s'est abstenu. D'accord. Donc Rombaud fait 9 voix, moi j'en ai fait 12. Donc j'ai été élu président. D'accord. Et j'étais arrivé bon, comme ça, sans avoir rien préparé ni rien. Derrière, on a élu le vice-président qui était un gars de la CFDT, qui a été élu, je ne pense même pas, 12 voix contre 10, un truc comme ça aussi, quelque chose comme ça. Et derrière, alors il y avait des commissions, des trucs et tout, et 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, impossible d'en sortir, premier tour, deuxième tour, troisième tour, 12, 12, 12, 12, impossible de s'en sortir. Si bien que le préfet, il a dit, bon ben, on va arrêter, on verra ça plus tard, vous en discuterez et tout, et on est reparti comme ça. Et moi, mais j'étais là, tout seul, j'avais rien, il n'y a pas de structure, pas de locaux, pas de directeur, pas de personnel administratif, ni rien. Et à ce moment-là, c'est Kiner qui m'a proposé un bureau à la crâne, avec une secrétaire à mi-temps. Alors j'ai commencé comme ça. Et ça a duré quand même. Après, il a fallu donc constituer le conseil, et puis lancer un appel de candidature pour avoir un directeur. Donc j'étais toujours avec une secrétaire à mi-temps à la crâne, et puis la secrétaire elle était gentille, mais c'était pas non plus une foudre de guerre, quoi. Alors j'étais vraiment là, je vous jure que j'en ai bavé là. Hein. Et puis sans arrêt, les gars, donc Rambo en tête, qui me disaient, mais alors, ça sert à quoi l'URCAM, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que si, qu'est-ce que là? Moi je faisais rien, et, il faut reconnaître. Alors après, on a réussi à lancer un appel d'offres, donc c'était à cette époque-là qui était directeur de la CNAM. Joannet? Non. Pardon? C'était pas Joannet? Non, il n'y était plus déjà. Celui qui l'avait remplacé, qui était avant Rocky, il est resté 2 ans, je crois. Le Noir? Non, le Noir, c'était l'ancien des agricoles. Oui, c'est ça. Oui, j'ai bien connu aussi. Non, je ne me rappelle plus, mais enfin bref, un conseiller d'État, un truc comme ça, quoi. Et je suis allé le voir parce qu'il... Il y avait Fragonard à un moment. Pardon? Fragonard? Oui, Fragonard. Oui, c'était Fragonard. Alors je lui ai téléphoné, et puis il m'a dit, bon, je lui ai demandé un rendez-vous, je suis allé le voir, parce qu'il y avait 9 candidats, donc pour la place, là, et lui, il devait m'en proposer 3. Ah oui. Alors je suis allé le voir, puis on a pas mal discuté, il était sympa d'ailleurs, hein. On a bien discuté avec Fragonard. Et je lui ai dit, moi ce qui m'arrangerait, c'est qu'il y en ait 2 ou 3 là, que j'aimerais bien pas avoir sur la liste, ça m'éviterait, parce que je les connais bien, et puis ça m'éviterait de leur dire. de leur dire, si je les avais pas sur la liste et tout. Ouais. Il me dit, bon, alors j'ai dit lesquels, il me dit, oui, on a à peu près les mêmes buts. Alors donc du coup, il m'a proposé 3 candidats, qu'on a reçus donc avec le vice-président, et puis c'est là qu'on a choisi Georges Lorme. D'accord. Alors Georges Lorme, il me dit, bon, n'importe comment, il était directeur de la caisse de Caen. Ah oui. Et il dit, il faut quand même que je donne ma dédite, machin, et tout. Enfin, il s'est arrangé pour donner qu'un mois, quoi, pour pouvoir se libérer. Et alors il était revenu entre-temps, je l'avais vu. Et donc le jour où il devait débarquer, c'était un lundi. Et je devais aller le chercher à l'aéroport. Il est arrivé en avion, quoi, le lundi. Oui. Il dit, lundi matin, je vais vous chercher à l'aéroport. Je dis, d'accord, le dimanche soir, j'ai un coup de fil. Il me dit, c'est Georges Lorme. Je lui dis, qu'est-ce qui arrive? Il me dit, je suis à l'hôpital. Il s'était cassé la figure en vélo, fracture du bassin. Ah oui. Alors, il m'a autant vous dire que
Oh ben là, j'étais pas à l'aise. Et en définitive, pour ça, il était super sympa parce qu'il avait une fracture, je sais pas, sur le côté un truc. Et 3 semaines après, il est arrivé avec ses 2 béquilles et tout. Et là, on a pu commencer à travailler un peu, quoi. Ouais. Il a commencé à embaucher 1 ou 2 secrétaires, du personnel, un peu tout ça, et puis on a pu commencer à travailler. Et on a été logé à la caisse d'allocation familiale. Ah oui, d'accord. Oui, parce que la caisse d'allocation familiale, ils avaient un local qui était pour leur informatique. Ah oui. Et leur informatique qui était dans la tour du Crédit Lyonnais à cette époque-là, leur informatique était, quand ils ont construit la caisse d'allocation familiale qui était toute neuve, quoi, à cette époque-là, ils avaient fait un local exprès pour eux. Et les autres, ils n'ont jamais voulu déménager. C'est quand même un comble. C'est quand même un comble, ils n'ont jamais voulu déménager. Donc ce local était libre, donc ils nous ont loué ce local. C'était M. Lopret, je crois, qui était directeur. Oui. Hein. Et puis il y avait Julien qui était son adjoint. Oui, c'est ça. Ouais. Donc on a loué ce local et on a passé pas mal de temps là-bas, quoi. D'accord. Et bon, quand je suis parti, ben, on était encore là-bas. Après, ils ont déménagé après pour aller à la tour du Crédit Lyonnais, mais quand j'ai arrêté, c'est-à-dire moi j'ai arrêté il y avait un renouvellement de conseil, et à ce moment-là, j'ai été atteint par la limite d'âge, 65 ans, donc j'ai pas pu me représenter. D'accord. Et c'est là, c'est donc Revol de l'Ardèche qui a assuré l'intérim, et puis c'est Morel qui a été élu après. Oui. Et comment ça s'est fait? Vous avez été, l'URCAM a été une petite entité, mais qui devait être en lien avec tous les organismes d'assurance maladie. Tout à fait. Il y avait 22 caisses à cette époque-là dans la région. Oui, et oui. Puisqu'il y avait encore des départements qui avaient 2 caisses. Hein. Et oui. Et ben, ça s'est relativement bien passé hein, dans l'ensemble. Il y avait qu'avec Grenoble. Ça, Grenoble, c'était une entité dans l'identité. Eux, ils communiquaient avec personne. Puis je crois que ça continue. Hein. Oui. Et alors on n'a jamais pu collaborer avec Grenoble. On n'a jamais rien pu faire avec Grenoble. Et comment ça se fait ça justement? Oui, je sais pas. Une question de personne, je sais pas. Oui, mais les personnes une elles question ont de changé. personnel, Ouais. de personnage. Ça change pas. Ouais. C'est le personnage, je crois, hein. C'est le directeur apparemment qui est comme ça, quoi. Il est dans sa tour et il n'en bouge pas. Bon, c'est ce qu'on m'a dit. Mais je l'ai rencontré, oui, je l'ai vu 1 fois ou 2. Mais j'ai pas un souvenir phénoménal de lui, on ne le voyait pas. Hein. Autrement, si on a bien travaillé, Il y avait, je me rappelle, il y avait une directrice à Vienne là, qui était super sympa, là, qui était d'ailleurs maire d'une petite commune dans le Pilat. Madame Pérez. Madame Pérez, oui. Qui était bien sympa. Oui. Donc on a bien travaillé avec elle. Et puis avec d'autres. Hein. Et la mission de l'URCAM, c'était quand même de faire la gestion du risque pour l'ensemble des caisses. Voilà, tout à fait. Et promouvoir la gestion du risque. Voilà, tout à fait. Comment est-ce que vous avez trouvé que ça marchait? Est-ce que c'est quand même une notion qui est compliquée? Ça a été difficile. Hein. Ben oui. Ça a été difficile quand même. Ça a été difficile. Et les relations avec les professionnels de santé aussi? Ben, on avait les relations avec les professionnels de santé, oui. Et à ce moment-là, c'était Caton qui était président des libéraux, des professionnels de santé libéraux au Rhône-Alpes. Oui. Caton, c'est un personnage celui-là aussi. Hein. Oui. Et donc vous aviez des bonnes relations, vous avez pu construire des choses ensemble? Avec Caton, pas trop. Avec Caton, pas trop. Lui, avec une chose qui l'intéressait, c'était de fois avec lui. Ah oui, d'accord. Donc, c'était. Avec Caton, il y en avait d'autres hein, qui étaient pas mal. Par exemple, MG France, on a bien travaillé avec, à cette époque-là, il y avait Bouton. Ah oui. Et puis après, il y en a eu un celui qui est président national, maintenant, il est de la Drôme. Ah oui, Président national de MG France. Oui. Je ne me rappelle plus de son nom. Hein. Avec les généralistes, en principe, on a pas mal travaillé. À Vénissieux, il y en avait un aussi là, qui avait monté une des premières maisons de santé. Maison médicale, oui. Oui, je ne me rappelle plus son nom, assez fort un peu, mais bien sympa. Oui. Et puis on a eu aussi un de la Drôme, qui était un pneumologue.
mais je crois qu'il y était avant Caton. Au départ, c'était avec lui, avec lui, on a fait pas mal de réunions et tout, on a réuni les gens et tout, et il participait bien, il était bien. Donc, avec les professionnels de santé, vous insistiez sur les axes d'économie qui pouvaient être faits. Voilà. Ça revenait à ça. Et vous aviez l'information des caisses. On avait, disons, l'application de la convention, quoi. Oui. C'est ça le gros truc, oui, parce que vous savez que depuis 40 ans que je vois les conventions, la première c'était en 71, un truc comme ça. Ouais. Je vois la convention. Les conventions, c'est un truc, c'est donnant-donnant. C'est bon. On vous accorde une augmentation ou on vous accorde un avantage quelconque, mais vous faites ça en contrepartie. Alors l'avantage, ils prennent, et puis le reste, ils discutent. Et le reste, ils discutent. Leurs droits, ils les prennent, leurs devoirs, et ils les discutent. Et ils n'ont jamais appliqué la convention vraiment impeccable, quoi. Alors c'était... Et je me souviens, moi j'ai participé aux commissions paritaires, par exemple à Lyon, là c'était avec Mme Valucy, qui s'occupait de ça. Et quand il y avait des commissions paritaires, elle me téléphonait avant, elle me disait, M. Rosan, vous venez demain ou après-demain? Ben oui. Elle me dit, il faut venir, hein, parce que j'étais à peu près un des seuls à leur rentrer dedans, quoi, si vous voulez. Ah oui. L'expression est un peu triviale, mais j'étais à peu près le seul, quoi, à les contrarier. Parce qu'à ce moment-là, c'était Pérez qui était président de la caisse. Oui. C'était gentil, Pérez, mais bon, lui, il n'y avait qu'une chose qui l'intéressait, c'est que la commission ne dure pas longtemps. Il fallait finir. Il avait vite fait de conclure. Quand il voyait que ça tombe un peu, il dit bon, bah, allez, c'est terminé. Et donc, qu'est-ce que l'URCAM a été. Est morte, si je puis dire, avec les instances, voilà. Et donc, quel bilan vous faites de l'URCAM? Vous croyez que ça a servi à quelque chose? Déjà, je pense que ça a déjà permis de se connaître un petit peu dans la région. Hein, je crois que c'est déjà ça un grand truc, et de mener quand même des actions communes. Hein. Oui, ça a permis quand même de mener des actions communes, et ça a incité un petit peu les gens à travailler ensemble, quoi. Les caisses, alors pas forcément toutes avec l'URCAM, mais des fois entre elles, quoi. Ils se menaient des actions. Alors en principe, on avait un plan d'action, qui soit pour la prévention, pour le truc, et puis il y avait des caisses pilotes. Par exemple, on prenait la caisse d'Annecy, qui était pilote pour un domaine et tout, et qui travaillait avec celle de l'Ain, ou de la Savoie, un truc comme ça, et là, ça a permis quand même pas mal de choses. Mais je vous dis bien, c'était une chose qui se faisait, disons, de façon... Alors c'est pas facile, c'est pas le plus facile, mais de façon démocratique, quoi. Oui. Fallait qu'on arrive à un consensus, fallait qu'on arrive à un truc. Alors ils ont changé tout ça, maintenant c'est le RS, et le RS il dit, bon, je vois qu'une tête, paf, c'est comme ça, c'est terminé, personne ne discute, quoi. Tandis que là, il y avait quand même des discussions, quoi. Et qui est-ce qui s'impliquait dans ces discussions? C'était des administrateurs, des administratifs? Beaucoup des administratifs, quand même. Hein. Oui, beaucoup les administratifs. Hein. Vous savez, moi, je vais vous dire, je ne me suis jamais trop fait d'illusions sur les rôles des administrateurs, hein, y compris des présidents. Disons que il faut pour le moins que ce soit un tandem, il faut qu'il y ait une bonne collaboration avec le directeur, autrement un président tout seul, il ne peut rien faire. Hein. Un président tout seul, il ne peut rien faire. Alors, on peut donner des impulsions, on peut discuter, on peut, vous voyez, des trucs comme ça, je veux bien, c'est ce qu'on me dit. Mais bon, je suis assez modeste sur le rôle que j'ai pu jouer. Je pense que j'ai eu la chance d'avoir des bons directeurs et de pouvoir compter dessus et de pouvoir travailler comme ça. Mais il ne faut pas se faire d'illusions. Bon, vous débarquez dans un domaine où vous êtes complètement ignare, alors il y a déjà une période de formation qui est quand même longue. Hein. Et il ne faut pas trop se faire d'illusions. Et moi, ça me fait rigoler quand j'avais des collègues, des présidents dans leur caisse. Moi, c'est le patron, c'est le patron si ton directeur il veut bien, quoi.
Non mais c'est ça quoi, faut pas rêver. Faut pas rêver. Mais là je pense que on a bien. Puis franchement, Georges Dom est un gars extraordinaire. Là j'ai eu un pot phénoménal. Ouais. Il y a un choix phénoménal. Et justement, le fait que vous ayez été élu contre quelqu'un, ça n'a pas, avec une majorité aussi difficile, ça vous a pas gêné après? On a eu pas mal de problèmes au départ. Oui. Puis après, bon, on a fait un peu le truc, et puis Rombaud, on avait 2 vice-présidents à cette époque-là, et puis on a demandé l'autorisation d'un coller un 3e, on a mis Rombaud 3e vice-président. Alors ça l'a un peu calmé, quoi. Ça l'a un peu calmé. Mais alors, paradoxal, un qui m'a vraiment... comment dirais-je... Casser les pieds? Oui, c'était Boguet. Boguet, qui était administrateur chez moi à la caisse de la CMR. Hein. Mais je sais. Il était administrateur chez moi. Chez moi, à la caisse, à la CMR, il était tout seul, il bronchait pas. Et là, il s'était collé avec Rombaud et tout. Mais alors, il a été affreux. Mais Boguet, c'est Boguet, quoi. Oui, oui. Et qu'est-ce que ça veut dire être affreux? Qu'est-ce que ça peut... Bah, disons qu'il contrariant, quoi. Il avait toujours, toujours à critiquer, critique exacerbée, quoi. Oui. Sans forcément amener des propositions, des solutions. Hein. Mais pourquoi ce changement soudain dans son comportement? C'est la personne. C'est le personnage. Hein. D'accord. Mais il est connu de partout. Et alors moi j'ai vu à Paris des gars, il est de la CAP de l'UPA, et de l'UPA, j'ai vu les gars, les dirigeants de l'UPA, dire oh Boguet, mais je dis mais qu'est-ce que vous foutez sur vos listes? Pourquoi vous le présentez de partout? Puisque vous le désignez, et venez pas le critiquer maintenant, vous le désignez. Et j'ai eu le même problème avec Éperon. Éperon, mais là, au RSI, bah, c'était un gars qui venait de la caisse de retraite, là, hein, et il était... Alors ça le mettait en pétard, son ancien président l'appelait le Bouif. Mais non, il était prothésiste, enfin des chaussures orthopédiques, des trucs comme ça. Mais affreux. Ben, la première fois qu'on a été élu au RSI, ben c'est la même chose avant les élections. Il était venu me trouver, il me dit t'inquiète pas, grand, on n'est pas du même bord, n'importe quoi, mais je te mettrai vice-président. Manque de bonnes élections. Ah mais oui, c'était des personnages comme ça. C'est du type de Boguet. De Boguet. Ouais. Hein? Ah oui. Mais je vous dis bien, moi le problème, c'est que je dis, c'est dans ces organismes-là, c'est la collaboration avec l'équipe, enfin avec le directeur et puis l'équipe de direction, quoi. Je crois que c'est indispensable. Hein. Autrement, vous faites rien, quoi. Autrement, vous faites rien. Et sur le plan national, à cette époque-là, on avait aussi à la caisse maladie, on avait un sacré directeur avec Postel-Vinet. Oui. Ça, c'était une pointure. Hein. Oui. Postel-Vinet, c'était vraiment une pointure. Et justement, que vos relations avec la Caisse nationale, comment ça se... Disons que, alors sur le plan, par exemple, avec les administratifs, avec enfin le personnel, je pense, des chefs de service, hein, tout ça, j'avais de très très bons rapports. Et au contraire, moi, quand j'allais à la Caisse nationale, on avait souvent des commissions, des trucs comme ça le matin. Bon, l'après-midi, je traînais dans les couloirs, puis j'allais tous les voir un peu les uns après les autres. Et des fois, j'en apprenais plus comme ça que pendant les réunions, quoi. Et puis j'avais de très très bons rapports. Avec le président, tant que j'ai eu Marcel Ravoux, alors c'était phénoménal. Marcel Ravoux qui était de Clermont-Ferrand, qui était un ancien boulanger, mais c'était phénoménal. On s'entendait tous les deux de façon merveilleuse, et souvent il m'appelait, il me disait « Qu'est-ce que tu fais lundi ?» J'ai dit « Pas grand-chose,
il me dit, prends ta calculette et puis monte me voir. Ah oui. Parce qu'il savait que j'aimais bien, moi, toutes les statistiques, les trucs comme ça, c'était bien un peu mon rayon. Bon, autant les lettres, je suis paumé, autant avec les chiffres, ça marche pas trop mal. Alors il disait, prends ta calculette et puis viens me voir. Et alors on partait, j'allais à Clermont, et on travaillait toute la journée. On allait quand même faire un petit casse-croûte à midi, quoi. Mais on travaillait pas mal là-dessus pour préparer des projets ou des trucs comme ça. Et on travaillait bien. Et puis après, donc, il voulait que je prenne sa place après, quand on a eu un renouvellement. Puis je lui ai dit non, écoute, moi, ça me va bien, je suis vice-président. On travaille ensemble, on fait des trucs, mais ça va bien comme ça. Et puis, la responsabilité, disons, d'aller trouver les politiques, les trucs comme ça, tu es bien plus fort que moi, tu te défends bien mieux que moi, donc tu vas rester président, et puis, mais je continue avec toi, on travaille ensemble, la même chose. Alors il voulait pas, il insistait, puis après il a quand même compris, il a cédé, quoi. Alors il y a eu des élections, il a été élu à la caisse de Clermont-Ferrand, et puis derrière il y avait des élections à la caisse nationale, donc où il devait se présenter, et il est mort entre-temps. Ah, d'accord. Il est mort avant les élections. Alors à Paris, je me suis présenté. Oui. J'ai dit, bon ben, Oui. il y a des trucs, je me suis présenté, je dis, je vais essayer de poursuivre l'œuvre de Marcel Raboux, quoi, le truc comme ça et tout. Alors, et il y avait 3 tours d'élection. Premier tour, je fais 14 voix, Quévillon en fait 10, Oui. et les professions libérales en font 8. Et deuxième tour, les professions libérales se retirent et ils reportent leur voix sur Quévillon. Donc j'ai été battu au deuxième tour. Mais ça ne m'a pas empêché de travailler. Mais ça, Quévillon, ce que je lui reproche, c'est que lui, il a sa majorité. Et que je ne faisais pas partie de sa majorité, je ne devais pas exister. Ah oui. Vous voyez? Oui. Moi, ce que j'ai jamais fait, moi je dis, j'ai toujours dit, on est élu sur des listes différentes ou n'importe quoi, mais quand on rentre au conseil, on pose sa casquette et puis on travaille tous ensemble. Et Quévillon, c'était pas ça. Lui, il avait sa majorité, il comptait sur sa majorité, et s'il y avait un gars qui le suivait pas ou n'importe quoi, il était en plein pétard et tout, parce que c'est pas normal qu'il n'ait pas voté pour lui, qu'il n'ait pas voté ce qu'il proposait ou n'importe quoi. Et petit à petit, mais moi je travaille dans des commissions, et puis j'ai pas et ce qui fait qu'il s'est rendu compte au bout d'un certain temps que je n'en voulais pas du tout et que je voulais pas du tout sa place, quoi. Que c'était pas. Moi, la place, elle m'intéressait pas parce que ce qui m'aurait gêné dans ce truc-là, c'était les représentations, aller au Parlement, le machin, rencontrer les ministres, des trucs. J'aime pas trop ces trucs-là. Mais j'aimais bien. Par contre, je faisais partie de la commission, la CEP7, commission des études techniques, des trucs comme ça. Donc on a travaillé sur toutes les améliorations, par exemple des indemnités journalières, des trucs comme ça, les retraites complémentaires obligatoires, des trucs, tous ces trucs-là. Donc c'était en commission. Et apparemment, on était 6 dans la commission. Et on a travaillé et on faisait des propositions au conseil, et toutes nos propositions ont été retenues par le conseil. On a quand même fait du bon boulot dans ce domaine-là. Moi, là, je suis content de ce que j'ai fait dans cette commission-là. Et tout ça, donc, à la longue, quand même, Quévillon s'est rendu compte que, dans le fond, je faisais du boulot, mais puis que je n'emmènais pas dans son truc, moi. J'ai jamais manœuvré pour dire prendre sa place, quoi. Et petit à petit, on est devenus bien copains, quoi, maintenant. Oui. Il s'est quand même rendu compte. Puis on est bien copains. Mais à l'URCAM, donc, la même chose avec Rombaud, on a fini par. Et puis il y avait quand même des représentants du patronat, il y avait des gars qui étaient bien. Hein. Il y avait par exemple Convert de Bourg, je ne sais pas si vous l'avez connu, Convert, c'est un type charmant. Hein. Et puis de bon sens, quoi. Des gens qui n'étaient pas obnubilés par des doctrines ou des trucs comme ça, quoi, des gens de bon sens. Hein? Oui, c'était le président qui m'avait recruté. Ah oui? À Bourg. À Bourg, je l'ai fait. Oui. Hein? Et Convert, oui. Ouais. Non, il était gentil, Convert, moi j'aimais bien. Ouais. Puis je veux dire, un gars vraiment plein de bon sens. Hein. Oui, simple. Simple, plein de bon sens.
Donc en fait, c'est les relations individuelles qui l'emportaient, quoi. Oui. Donc l'URCAM, c'était un bon moment de concertation et de mise en route d'une nouvelle logique. Alors, s'il y a quelque chose à en tirer, moi, j'en ai tiré beaucoup. Maintenant, ce que j'y ai apporté beaucoup, c'est moins sûr. Si. C'est moins sûr, mais j'en ai tiré beaucoup parce que ça m'a permis d'élargir l'horizon, quoi, un peu. Tout à fait. De pas être concentré sur le problème des travailleurs indépendants. D'élargir un peu l'horizon. Et puis de rentrer un peu dans le régime général pour oui, voilà. aussi tout ce qui pouvait être fait, quoi. Ah oui. Hein, mais j'allais faisais beaucoup de réunions avec le régime général à Paris. Moi, j'étais à la commission paritaire des médecins, par exemple. Ah oui. Avec le régime général. J'ai même été administrateur au comité international de sécurité sociale. Comment ça s'appelle, je crois. Enfin, à ce moment-là, c'était Jean-Marie Spetz qui était le président. Ah oui, d'accord. Le GIE, je ne sais plus quoi. Là. Oui, le GIE. Enfin, j'ai eu beaucoup de rapports avec le régime général. Et puis, avant du temps du CROSS, j'étais au CNOS aussi, à Paris. Oui. Donc, j'ai eu beaucoup de rapports avec le régime général. Et les rapports, les ARS sont très liés au ministère. Et est-ce que l'URCAM était lié de la même manière à l'UNCAM au niveau national? Pas trop. Non. Non, c'était assez, pas indépendant, mais enfin disons, l'UNCAM n'a jamais eu une grosse influence, quoi. D'accord. Donc les URCAM faisaient un peu comme ils souhaitaient du coup. Pas tout à fait, il y avait quand même des lignes directrices, quoi, à respecter, mais enfin, il y avait une certaine autonomie quand même. Et est-ce que l'URCAM avait des relations avec la CNAM en tant que telle? C'était l'UNCAM en principe qui était fédérateur pour sa logique. Oui, mais enfin, moi j'avais quand même un directeur qui était un ancien directeur adjoint de la CNAM. Ouais. Alors, il avait des relations personnelles, quoi, disons. Ouais. Et ça a quand même facilité pas mal les choses. Hein. Ouais. Et surtout avec Joannet. Hein. Du temps de Joannet, il était adjoint de Joannet. Oui. Hein. Oui. Et bon, Joannet, j'ai eu des rapports phénoménaux avec Joannet. Hein. Moi, je me rappelle une fois, on l'avait invité à une espèce de... pompeusement, on appelait ça un séminaire, il était à la CNAM, mais ils avaient invité Joannet, avec Rabou et Joannet. Le soir, on s'était mis au bar, là, je pense qu'on avait bu jusqu'à 4h du matin. On a discuté toute la nuit. C'est super ça. Ah, mais moi, Joannet, c'est un gars que j'adore. Ouais. Je comprends. Et j'ai jamais compris qu'il soit parti un peu dans les assurances. D'ailleurs, il n'y est pas resté bien longtemps, mais il n'était pas à l'aise là. Ben, on en a reparlé hier au colloque justement. Ah oui. Il avait fait des propositions, il avait fait un plan qui était très intéressant. Qui n'a pas été adopté. Et que Martine Aubry n'a pas du tout voulu reconnaître, même regarder. Ah, oui, et du coup, c'est pour ça qu'il est... Ah, mais je me rappelle, vous avez son plan, j'ai même des bouquins qu'il a écrits, on a dédicacés là. Et oui, mais Gilles Joannet, c'est quelqu'un d'adorable. Et puis, un état d'esprit, disons, une ouverture d'esprit formidable. Ouais. Hein, et assez, disons, j'allais dire, assez simple dans ses rapports, quoi. Il était super bien. Bon, on leur retourne, M. Rosan, on a fait plein de visites, là,